Ok, ça c'est le début d'une partie d'échecs. Voilà, il y a d'abord les tours, les cavaliers, les fous, le roi, la dame. Ok, ça on connaît. Et j'aurais beau essayer de relancer une partie des centaines de fois, la position restera toujours la même. Ce n'est pas de la magie, hein, c'est juste la manière dont fonctionnent les échecs. Lorsque l'on se prépare à jouer, on sait d'avance comment la partie va débuter. Cela ne veut pas dire que les parties ne sont pas différentes, loin de là. Mais par contre, cela signifie qu'on peut apprendre les débuts d'une partie d'échecs, appelée ouverture, et y jouer à chaque fois. Donc dans cette première phase du jeu, la mémoire est un facteur essentiel. D'autant plus qu'avec la progression des ordinateurs, on n'a même plus besoin de comprendre. On n'a qu'à répéter les meilleurs coups proposés par ces derniers, et dès qu'on arrive sur un territoire nouveau, on réfléchit. Bon, les échecs persistent avec cette même position depuis des siècles, et pourquoi pas essayer de la modifier un petit peu. Essayons d'échanger la tour et, je sais pas, peut-être le fou de place. Qu'est-ce que cela donnerait? On garde les mêmes règles, hein, mais juste on change la position de départ. C'est mieux si c'est pareil des deux côtés d'ailleurs, on maintient la symétrie qui permet un combat équitable. Je vais essayer de jouer un peu avec un bot depuis cette position. Bon, et ça ne change pas grand chose à la partie. Tentons alors avec plusieurs modifications. Ah, déjà la partie est plus intéressante et je suis rapidement confronté à devoir réfléchir dès le début. Ok, mais alors c'est incroyable. On peut faire tellement de modifications à la position et on va pouvoir créer des millions de débuts différents. Non, seulement 960. Chess 960, qui veut dire échec 960 en français, est exactement ce que je viens de vous décrire. On modifie la position de départ pour obtenir une partie où les deux joueurs ne sont absolument pas familiers avec les plans et les coups à jouer, et évidemment il y a quelques conditions pour n'avoir que si peu de débuts existants. Déjà, les pièces ne peuvent pas voler n'importe où sur l'échiquier. Elles doivent rester sur la dernière rangée car on ne touche pas au pion. De plus, le roi doit rester entre les deux tours pour garder la règle de rock, qui permet de déplacer deux pièces en même temps pour pouvoir mettre le roi en sécurité. Et enfin, les fous ne doivent pas être sur la même couleur. Pour vous illustrer ça, je prends une position aléatoire de Chess 960, la 452 par exemple. Vous voyez la différence entre celle de base et celle-ci? Les parties sont tellement plus fun au top niveau. Pas d'ouverture redondante ou ennuyante, et le jeu reste en soi le même. L'objectif reste de priver le roi adverse de toute case légale, et les pièces gardent leurs caractéristiques. Le petit problème, c'est que cette variante des échecs n'est pas très populaire. Déjà qu'on galère à la comprendre, si en plus on doit en rajouter 960 différentes, on n'est pas prêt de dormir. Mais pourquoi devoir tout comprendre? On n'a qu'à laisser les joueurs avec leur intuition et ils se débrouilleront tout seuls. Parfait alors, il ne me reste plus qu'à vous introduire au championnat du monde, un peu caché je vous l'accorde, mais probablement le plus intéressant. Bienvenue au championnat du monde de Fischer Random. Luc, c'est quoi le rapport? Tu nous as parlé de Chess 960, hein? Ah oui, Fischer Random c'est l'autre nom pour désigner cette variante. Allez, balance le trailer. J'ai découvert ce championnat du monde il y a quelques mois et je me suis rendu compte qu'il est très récent. Un peu de contexte, en 2019, une nouvelle édition de ce championnat fut organisée et elle était, pour la première fois, reconnue officiellement par la Fédération internationale des échecs. Cette année-là, le joueur qui est sorti vainqueur était Wesley So, un américain qui a réussi à battre les meilleurs joueurs du monde dans la variante de base, tels que Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Jan Nepomniachtchi, etc. Donc clairement, vous voyez déjà qu'être très fort aux échecs classiques ne suffit pas pour être champion du monde de Chess 960. Alors oui, Wesley So est très fort dans les deux catégories, mais il n'était pas du tout le meilleur au classement Elo. Et bref, l'année d'après, le tournoi est réorganisé vu le succès qu'il a généré, sauf que en 2020, dites bonjour à un nouveau participant, donc c'est mort pour 2020. Et même 2021, on arrive alors en 2022, et c'est le championnat qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de vous expliquer le déroulement du championnat, j'aimerais vous présenter les 8 protagonistes de cette vidéo. On commence évidemment par Magnus Carlsen, un génie devenu champion du monde incontesté durant la décennie précédente. Ensuite, donc on a Wesley So, il est champion du monde de cette catégorie, c'est normal. Les organisateurs du tournoi choisissent aussi 2 participants, qui sont le russe très fort Jan Nepomniachtchi, et le moins bon joueur au classement Elo du tournoi, Gretar Stein. Bon, on va dire Stein. Après, il y a une période de qualification pour déterminer les 4 autres joueurs. Se qualifieront Hikaru Nakamura, un streamer américain aussi réputé pour ses talents en blitz, Nodirbek Abdusattorov, un prodige de 19 ans qui avait gagné le championnat du monde de rapide en 2021, Vladimir Fedoseev, un russe avec un niveau exceptionnel dans tous les formats, et enfin le jeune allemand également très fort dans les échecs classiques, Matthias Bluebaum. Ça promet un championnat intéressant. Un regroupement de joueurs très forts, dont de jeunes prodiges, 5 champions du monde ou anciens champions du monde, et évidemment une variante qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors sans plus attendre, commençons. Lux, t'as oublié d'expliquer le déroulement du championnat. Ah oui, pardon. Accrochez-vous parce que ça ne va pas être simple à comprendre. Les joueurs jouent avec 25 minutes chacun et reçoivent du temps en plus au 30e coup. On est donc dans une cadence rapide. Il y a 2 groupes de 4 joueurs, où chacun va affronter 2 fois, de 2 couleurs différentes, les autres participants du groupe. Chaque nouvelle position de départ représentera donc un round. À la fin du round, si un joueur gagne, il remporte 2 points sur le classement général de son groupe et l'autre en récupère 0. S'il y a une égalité, alors les 2 joueurs empochent 1 point chacun. On répète ce processus 6 fois donc, 2 rounds pour chaque adversaire. À la fin, les 2 avec le plus de points des groupes arrivent en semi-finale, où ils affronteront un seul adversaire pour déterminer les 2 joueurs qui arriveront en finale. Aussi, 15 minutes avant chaque round, les arbitres révèlent une position parmi les 960, choisie aléatoirement, qui sera celle jouée durant tout le round. La présenter un petit peu en avance permet aux joueurs de se préparer un minimum pour ne pas venir les poches vides. Bon, si cela sonne compliqué, vous arriverez à comprendre au fil de la vidéo. En attendant, j'ai un championnat à présenter. Voici les groupes.
Rien d'extraordinaire si on ne joue pas aux échecs, mais c'est déjà intéressant de voir que le champion du monde de Fischer Random est probablement dans la poule la plus facile. Ce n'est pas pour être méchant ou autre, mais il faut voir la réalité. Magnus, Hikaru et probablement Fedosiev sont des joueurs vraiment très forts. Dans celle de Wesley So, il y a Yann et aussi Nodirbek qui sont on fire, mais il y a surtout le moins bien classé du tournoi, choisi parce qu'il représente l'Islande, l'endroit où le championnat du monde a lieu, et ça ne veut rien dire. Le championnat n'a même pas débuté que je critique déjà, laissons les joueurs prouver de quoi ils sont capables. Et pour ça, lançons la roue du hasard. Ok, position 629, regardons ce qu'elle a d'intéressant. Plutôt simple, le roi est sur sa case de départ, tout comme la tour, le cavalier et le fou. Franchement, au départ, plutôt tranquille. Mais rappelez-vous que même si la position semble pareille, ce n'est pas du tout les mêmes plans. Donc ce n'est pas anodin de voir ces joueurs réfléchir dès le début d'une partie, chose qu'on ne verrait pas dans la variante normale par exemple. Wesley So, favori pour l'instant, affronte Grétarsson, et ils font nul la première partie de la ronde 1. Même s'il n'a pas gagné, la plupart de la partie était en faveur de Wesley, et ça s'est bien fait ressentir au match retour. Lorsqu'il a sacrifié sa tour en A6, on s'y attendait mais le champion du monde de Chess 960 a gagné son premier round. Regardons les autres parties. Celle de Magnus Carlsen par exemple. Ok, partie plutôt chaotique, les blancs ont un peu d'attaque. Wow! Magnus vient juste de sacrifier sa dame, et si vous regardez, Fedosiev ne peut pas la prendre, sinon il serait maté avec tour H3. Bon après ça tu ne t'en remets juste pas, perdre une pièce comme ça, c'est impossible à sauver. Magnus n'a donc pas besoin de forcer le gain à la partie d'après puisqu'il a déjà un point de plus. On peut regarder n'importe quelle ronde et il y aura de très beaux affrontements. On va en choisir une au hasard, celle de Hikaru pour changer. Il affronte Blue Baron. C'est très serré, plus que 2 minutes restantes à chaque joueur, et il leur manque un coup avant d'avoir le rajout de temps. Blue Baron joue fou G5 et Hikaru fait une erreur. Mathias joue la bonne suite et commence à prendre le dessus, mais pas pour longtemps visiblement car Hikaru est très fort en blitz, il a un instinct incroyable. Il calcule vite et bien, si bien qu'il sacrifiera sa tour contre un fou parce qu'il va récupérer une tonne de pions. Hikaru sacrifie son fou pour dévier la dame blanche, ce qui laisserait les noirs faire une dame. Finalement, Blue Baron fait une faute de calcul à cause du peu de temps qui lui restait et abandonne juste après. On ne va pas regarder toutes les parties, mais regardez juste les résultats de la ronde 1. Aucune égalité et on voit déjà les premiers candidats pour la place de numéro 1. Mais tout reste à être déterminé encore. Position 295. Ok, la position semble avoir un futur prometteur avec la dame et le fou qui snipe l'échiquier. Regardons ce qu'on peut concocter avec ça. Bon, il me fait un peu de peine, mais Stein perd 2 fois de suite contre Yann, et ce n'était même pas compliqué. C'est pas grave, il va revenir. J'espère. Wesley contre Nodirbek. Match-up très intéressant. D'un côté, on a Wesley So, qui est champion du monde de Fischer Random, et de l'autre, on a Nodirbek Abdusattorov, qui est sur la voie pour devenir un jour champion du monde de classique. Je vous montre la partie. Oula, E4 c'est un peu précoce, je crois. Nodirbek essaye de forcer les choses avec de la tactique. Ok, on ne peut pas prendre directement le cavalier avec la tour, mais après une séquence de coups forcés, Wesley arrive à échanger 2 pièces pour la tour. La partie est clairement orientée vers une victoire de Wesley. J'avance un petit peu, il a toujours l'avantage. Il a l'avantage, plus maintenant. Ah si, non. La partie se terminera par une répétition de coups. Nodirbek a réussi à sauver une partie qui semblait pliée. Et il ne lui faut pas 2 occasions pour revenir sur pied. Boum! Sacrifice de cavalier. Si Wesley prend, sa tour est enfermée. Nodirbek remporte donc ce round en battant le favori. Hikaru fight Magnus. Et j'ai un exemple qui illustre très bien la beauté du chess 960. Premier coup de la partie. Hikaru joue B3, qui empêche le mouvement de ce pion, car sinon Hikaru prendrait le fou de Magnus. Ok, alors qu'est-ce qu'il peut jouer? Il réfléchit beaucoup, il avait 15 minutes pour se préparer, il les a pas utilisés ou quoi? Ah, enfin il joue... Wow! Il bouge le pion interdit. Et regardez comment c'est magnifique. Si Hikaru prend le fou, qui semble sans danger, Magnus jouerait cavalier F6. Et c'est dur à croire, mais Hikaru ne peut pas sauver sa dame, après tour G8 et D5, menace de tour G6. Hikaru voit ça et répond en jouant fou B2. La partie se terminera par un match nul. Ok, je crois que je n'ai plus besoin de vous expliquer à quel point les parties peuvent être chaotiques. Mais donc maintenant Magnus a les blancs, et lui aussi il ne lui faut pas 2 occasions pour perdre la partie. Magnus, qui je le rappelle est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, donne une tour, littéralement. Je ne sais pas ce qu'il a raté, mais en tout cas il perd le round à cause de ça. Bon, on saute une ronde, on arrive à la 4ème, lançons la roue. Position 1, ok, pourquoi pas. Avant de regarder les parties, je vous montre les scores de la ronde précédente. C'est assez violent chez Nodirbek et Magnus, paisible chez Hikaru et Wesley. Ok, je suis désolé pour Stein, mais il a encore perdu tous ses matchs de la ronde 4. On dirait bien que c'est terminé pour lui ici. Mathias, c'est pareil, la différence de niveau est trop visible. Les quarts de finale désignent alors non plus 4 joueurs sur 8, mais 4 joueurs sur 6. On cherche donc à savoir, qui va-t-on éliminer? Wesley So? Non, c'est le champion du monde, il ne peut pas être disqualifié si tôt. Pas si vite. Son adversaire n'est pas n'importe qui. C'est Yann Nepomniachtchi, il figure dans presque toutes mes vidéos, et pour cause. Ce mec n'est pas le meilleur, mais il est clairement l'un des meilleurs. Mais bon, Wesley est aussi très fort, ça sera donc un combat équitable. Ah oui, 2 défaites quand même. Bon, il y a un petit plot twist, un peu marrant. Regardez ce clip. Wesley vient de faire une gaffe. Il laisse dame à 8 échecs, qui gagne très clairement. Les commentateurs n'arrivent pas à le croire et se doutent qu'il y a un petit problème, qu'un champion du monde n'aurait pas gaffé comme ça. Et c'est vrai. Mais vous savez ce qui est pire qu'un champion du monde qui fait une erreur? C'est un champion du monde qui ne connaît pas les règles de son jeu. Wesley appelle un arbitre, car il voulait faire ce que je vous ai expliqué au début, roquer,
Oui, Rocky alors qu'il est en échec, c'est exactement ça. Wesley, on t'a expliqué que c'est les mêmes règles que le jeu de base. Regardez Yann aussi, il n'en revient juste pas de ce qu'il vient de voir. Bon, et le match retour est aussi catastrophique. Wesley sacrifie son cavalier, mais ça ne marche pas. Yann gagne donc ce round contre le champion du monde, et on commence à douter de son arrivée en semi-finale. Dans le groupe B, Magnus et Hikaru sont les leaders pour l'instant. Magnus gagne contre Bluebaum, mais Hikaru reste en bon terme avec Fedosef en enchaînant 2 nuls de suite. Il ne reste plus que 2 rondes pour déterminer ceux qui entreront en semi-finale. Début 378 pour la ronde 5. Wesley est énervé de la ronde précédente et il veut prendre sa revanche. En plus, il affronte Stein, mais c'est parfait. C'est des points gratuits. Avantage très confortable en milieu de jeu. On voit clairement que Stein a du mal face à ces monstres. Ok, il arrive dans une finale égale, mais c'est Wesley qui met la pression avec son fou. Ah, ça devient un peu dangereux, hein. Wesley donne le fou pour faire promotion en même temps que Stein. OMG. Il a raté Matt en 3 coups en 10 secondes de réflexion. Wesley vient de perdre la partie contre Stein. Il peut espérer un round égal s'il gagne le match retour, et il y arrive. Mais waouh, Wesley aurait dû gagner ce round. Même si Stein est fort, on ne l'a pas vu au niveau des autres. Wesley remporte que 1 point sur les deux, et c'est critique, car dans son groupe, Nodirbek a explosé la concurrence et est qualifié à coup sûr. Mais là, ça se joue entre Wesley et Yann, sauf que ce dernier a un point de plus, et la cerise sur le gâteau, Yann affronte Stein à la ronde 6. Donc ses chances de qualification sont nettement plus élevées. Avant de voir les semi-finalistes ici, regardons le groupe B. Bon, ici c'est plus calme. À la ronde 5, les scores étaient déjà pliés et Hikaru ainsi que Magnus sont qualifiés pour l'étape supérieure. Ronde 6, tournons encore une fois la roue. La position qui déterminera le dernier semi-finaliste est la 385. Intéressant. Le départ semble déjà se jouer tout seul. Je veux dire, on met les cavaliers probablement sur ces cases, on fait petit roc et avec B3 on a une grosse diagonale pour le fou et la dame. Du côté de Yann, c'est une victoire assez irrespectueuse. La position est fermée et regardez ce que va faire Yann. Actuellement, il est le seul à pouvoir créer des complications à Stein, donc il a le temps de bouger son roi jusqu'à l'autre bout de l'échiquier, juste pour sortir des alignements lorsqu'il va ouvrir les colonnes pour ses tours. À la fin, Yann a un fou pour une tour, mais ses pions sont juste trop proches de la case de promotion et Stein abandonne le premier match. Du côté de Wesley, il affronte Nodirbek, un combat vraiment pas facile, et la partie semble se diriger vers un match nul par répétition. Sauf que Wesley sait qu'il doit y aller s'il veut avoir une chance de se qualifier, alors il décline la répétition de coups pour essayer de forcer le gain, et il y arrive car Nodirbek joue roi B2 et c'est une gaffe qui lui coûtera la partie. Il ne reste qu'un match retour et Yann ne doit juste pas perdre. S'il perd, Wesley aura une chance de revenir à égalité ou des prolongations devront être faites. Wesley fait nul contre Nodirbek. Il gagne donc le round et 2 points au classement général. Yann va-t-il réussir à gagner le round? Au bout de 20 coups, Stein est complètement gagnant. Mais Yann arrive à sauver la position vers une finale pour l'instant égale, mais Stein gagne. Et il donne son pion H3. Yann remporte donc ce round et est qualifié avec Nodirbek, Hikaru et Magnus pour le match des semi-finales. Ok, les semi-finales sont plus simples à comprendre. On garde le même système de roue du hasard, mais on ne va jouer que 2 rondes contre le même adversaire. Celui qui gagne le plus de points sur les 2 rondes arrive en finale, mais en cas d'égalité, on va jouer un match d'Armageddon, que je vous expliquerai au moment venu. Voilà les groupes, Hikaru affrontera Nodirbek et Magnus affrontera Yann. On n'a vraiment aucune idée de qui va devenir champion du monde. J'ai peut-être un petit penchant pour Magnus, car il est arrivé en finale à la dernière édition. Mais bon, les autres aussi sont là pour remporter le titre, et accessoirement un peu d'argent, mais c'est juste un petit détail ça. Lançons la roue. Position 187. Le début qu'on n'a pas l'habitude de voir durant cette vidéo, aucune des pièces ne sont sur leur case d'origine et je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Laissons Yann répondre à cette question, il choisit F4 et c'est très intéressant car sur les deux échiquiers on peut remarquer une similitude de plan. Ils ont choisi de jouer presque les mêmes coups, on dirait presque que leurs instincts se ressemblent. C'est assez fascinant. Si on avance un peu, sur les deux terrains, les joueurs ne respectent pas les principes qu'on apprend en débutant. D'un côté, on a une tour qui se promène au milieu de l'échiquier, et de l'autre, on a une dame sortie dès le début. Et en fait, c'est assez commun dans le Chess 960. Comme ce n'est pas le même jeu en soi, on fait souvent des coups très différents de ce qu'on voit traditionnellement. Ok, avant de regarder selon moi la plus belle séquence de coups de ce championnat, je vous montre comment s'est déroulée la partie entre Hikaru et Nodirbek. Alors notre jeune prodige a joué un petit peu avec le feu, et a échangé sa dame pour 2 tours, sauf qu'il n'avait pas prévu de perdre une pièce juste après. Hikaru remporte donc ce premier match, et maintenant, je vous montre un bijou. Magnus contre Yann. Je vous montre une position, essayez de trouver la séquence de coups magnifiques qu'a joué Magnus. Bon alors dans cette position, Magnus sacrifie d'abord son fou, et Yann l'avait vu venir. C'est pour ça qu'il allait jouer fou F2, enfin je comprends pas l'idée. Sur dame prend B3, il a simplement roi E1, et sur cavalier C2, Yann peut juste sacrifier sa tour en retour, et il n'a pas de problème car sur dame B1 échec, il y a tour C1 qui parle le mat. Est-ce que le champion du monde vient de gaffer? Tour F4, coup brillant. Un sacrifice qui semble n'avoir aucun sens. Mais si, regardez, si Yann prend la tour, on ne va pas reprendre. On va rejouer la séquence de coups précédente, et là, tour C1 n'est plus défendu, et on ferait juste mat. Sauf que si Yann joue roi D1, au lieu de prendre le cavalier, Magnus jouerait le clou du spectacle, cavalier E3 double échec, roi E1 forcé, et ici, on sacrifie... Et après tour prend D1, cavalier C2 est un mat à l'étouffer. Donc Yann ne peut pas prendre la tour, mais ce n'est pas grave, car Magnus récupère énormément de matériel et arrive dans une finale avec 3 pions de plus, qu'il finira par gagner. C'est purement
incroyable. C'est tellement rare de voir ce genre de partie dans la variante classique, de voir un des meilleurs joueurs du monde se faire détruire. Hikaru gagne une nouvelle fois, et là ça va être très dur pour Nodirbek de revenir à égalité. Magnus était plutôt confortable dans sa partie, mais il a trop forcé les choses, et Yann gagnera la finale de dames. Pour l'instant, on ne voit que Hikaru qui se démarque avec sa probable arrivée en finale, tandis que Yann et Magnus se battent encore pour décider qui va rester en semi-finale. Position 317, encore une position très différente de d'habitude. Nodirbek a qu'une chose en tête actuellement, gagner. Il en a marre de se faire humilier par Hikaru, donc il profite d'un avantage très conséquent de l'ouverture, et ses pions deviennent dangereux. Ses cavaliers arrivent dans la position noire, Hikaru est sur le point de se faire démolir. Et là, Nodirbek craque et donne un pion important. Hikaru remporte donc son 3e point, et il n'y a plus besoin de faire un match retour. Nous avons donc notre premier finaliste, le deuxième reste encore à être déterminé. Comme dans la partie de Nodirbek, Magnus profite aussi d'un avantage après l'ouverture, mais il va refaire la même erreur que la partie précédente, c'est va pousser un peu trop loin la tactique. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, et là ça ne marche pas. Yann calculera mieux la combinaison tactique, et Magnus abandonne. Alors là c'est un retournement de situation assez violent, Yann est maintenant celui avec un point d'avance, alors que Magnus l'avait battu à un championnat du monde de classique l'année d'avant, ça devrait être lui qui domine le match. Sauf que Magnus domine les échecs classiques grâce à sa mémoire exceptionnelle. Or ici, il ne peut se fier qu'à son instinct et au calcul. C'est un combat beaucoup plus équilibré donc. Alors là, c'est le dernier match retour. Si Magnus ne gagne pas, il n'y aura pas de prolongation. Yann est donc peut-être notre dernier finaliste, ou peut-être pas. Ça sera à débattre sur l'échiquier. Partie très intense, mais on voit que Magnus maintient un certain avantage tout au long de la partie. Ok, on rentre en finale, et là Magnus a le meilleur instinct parmi ses homologues. C'est égal, mais on l'a vu gagner des finales complètement mortes dans le passé. Alors il commence à pousser la victoire, même si Yann est au courant qu'il doit juste faire match nul pour gagner le round. Et là, Magnus prend le pion, Yann est choqué, et en l'espace de 5 secondes, la partie prend fin. Je ne sais pas si Magnus a juste gaffé ou a fait exprès de jouer sur la chance, mais il donne juste une pièce en jouant cavalier prend A4. Yann remporte donc le deuxième round, et on a notre deuxième et dernier finaliste. Faisons un petit résumé des profils des deux finalistes. On a d'abord Hikaru Nakamura, un très fort joueur qui domine les échecs en ligne et surtout le blitz, et de l'autre on a Yann Nepomniachtchi, qui est là à chaque championnat du monde mais n'en a gagné aucun pour l'instant. C'est déjà surprenant de voir ces joueurs en finale, on n'aurait pas pu le deviner en voyant les autres participants, mais bref, là on refait exactement la même chose que pour les semi-finales, Hikaru et Yann vont s'affronter sur 2 rounds, et en cas d'égalité, il y aura des prolongations. Ok, position 582, on commence à s'habituer à ces positions, mais ce n'est jamais la même chose à chaque fois. Pour des soucis de rediffusion, on va devoir commencer la partie un petit peu après son commencement. On peut remarquer que la position ressemble plus ou moins à ce qu'on peut voir dans une partie de base, et c'est normal. À vrai dire, les joueurs essayent de revenir sur un territoire qu'ils connaissent à peu près, mais surtout parce qu'en plusieurs siècles de perfectionnement, on a fini par déterminer que c'était la meilleure façon d'aborder une partie d'échecs. La première partie fait assez rapidement tourner en faveur de Hikaru, qui trouvera une bonne séquence tactique en sacrifiant sa tour en E4, et Yann abandonnera quelques coups après. La partie d'après finit en simple match nul, et donc là on passe au deuxième round. Yann n'a plus que 2 parties pour tenter d'égaliser, et Hikaru a juste besoin de ne rentrer dans aucune complication pour maintenir son avance. Potentiellement la dernière position du Chess 960 de 2022, sur quoi va-t-on tomber ? Position 347, encore une nouveauté, on a quelques pièces sur leur caisse de départ, mais les fous sont braqués sur les rois adverses, regardons ce que ça donne. Ok, Hikaru choisit E4, et Yann répond avec une scandinave un peu bancale, mais le moment important de cette partie, c'est celui-là. Yann sacrifie la qualité pour une attaque monstrueuse, et cavalier D5 très joli coup, ouvre la diagonale sur le roi blanc. Bref, c'est difficile à défendre, même pour celui considéré comme l'expert dans ce domaine. Yann revient à égalité, et tout se joue à cette partie. Le joueur qui gagne devient champion du monde de Fischer Random, sinon, il y a un match d'Armageddon. C'est la partie la plus importante du tournoi, c'est pour ça qu'elle a duré seulement 15 coups. Bon, les joueurs se comprennent mutuellement, et on fait une nulle très rapide pour arriver à la dernière partie. Et cette partie, mesdames et messieurs, c'est l'Armageddon. C'est quoi ce truc dont je vous parle déjà depuis un petit moment? En fait, l'Armageddon, c'est une partie d'échecs qui a pour objectif de casser l'égalité entre 2 joueurs. Et pour faire très simple, les blancs jouent en premier et avec plus de temps que les noirs, ils ont donc un avantage dès le début. En contrepartie, en cas de match nul, les noirs remportent la partie. Et pour déterminer celui qui joue avec les blancs et celui qui joue avec les noirs, les joueurs font un pari. Ils écrivent sur une feuille un temps entre 0 et 15 minutes, et celui qui choisit le plus petit temps joue avec les noirs. Luc, c'est trop facile, j'ai juste à prendre 1 seconde. Pas tout à fait. La partie intéressante, c'est que le temps que tu choisis sur la feuille, c'est le temps que tu es prêt à prendre pour jouer ta partie. Donc tu ne peux pas choisir trop bas, mais tu veux choisir assez bas pour avoir les noirs et avoir cet avantage assez conséquent de pouvoir gagner dans 2 cas de figure. Je n'ai pas les choix des 2 joueurs, par contre Nepo a choisi 13 minutes et il joue avec les noirs. C'est assez énorme comme temps. Il a juste 2 minutes de moins que Hikaru et a un avantage énorme d'entrée de jeu. Ça ne sonne pas bon pour Hikaru, mais bref, lançons une dernière fois cette foutue roue du hasard. Position 915, je n'ai pas besoin de vous la présenter, les joueurs le feront, et dans ce amas de génie reste de l'humanité. Pendant que Hikaru se préparait en analysant la position, l'ancien champion du monde Wesley So viendra le voir pour l'aider à comprendre la position. C'est l'heure, les joueurs s'assoient,
et jouent leur préparation. Les fous s'échangent très rapidement, et au bout de quelques coups, Hikaru n'a même plus davantage de temps. Hikaru n'a donc plus du tout de compensation pour l'handicap qu'il a, et il le sait, il ne peut que gagner. Il arrive à être même moins bien, Yann prend le pion en H2, et il va pour la première fois gagner un championnat du monde. Et là, une lueur d'espoir surgit avec le coup H5. Après une séquence de coups, Yann est forcé de donner la qualité, mais il récupère un fort pion en D6, Hikaru a l'avantage. Il récupère le pion H5, échange de pièces pour arriver dans une finale plus facile à gagner, et après cavalier F3, Hikaru voit un gain. Il réfléchit un peu, puis joue B4, et après roi C4, tour H5 force l'abandon. Le mat est inarrêtable. Yann tend la main, les joueurs se lèvent et discutent tranquillement de la partie, comme s'il n'y avait pas eu de nouveau champion du monde à ce moment-là. Hikaru Nakamura stand at the top of the world in Fischer Random. J'ai réellement kiffé vous partager cette histoire sur une variante très intéressante qui mérite votre attention. Avant de partir de la vidéo, sachez que vous pouvez jouer à cette variante depuis chez vous. Je vous recommande fortement d'au moins essayer une fois. C'est très différent du jeu de base, mais je prends tout autant de plaisir à découvrir les positions. Je compte sortir des vidéos régulièrement, alors si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous. En tout cas, c'était Lux. Ciao.